Entendez mieux, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être là pour le retour du football et merci de m'avoir dit qu'il n'y avait pas de son. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous voir après 2 semaines d'abstinence de Buenas Aires Calcio. Bon, j'ai pu me consoler un petit peu avec Cœur Rossonero, mais quand même, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires. Bonsoir au JC 1984. Bonsoir Pipovici. On va pouvoir aborder plein de sujets. J'en ai choisi 3 ce soir, comme d'habitude, pour essayer un petit peu d'organiser les débats ou en tous les cas les réflexions. Donc ce soir, j'avais envie de parler de Bellingham, qui grince un petit peu des dents depuis le début de saison. Hein. On va pouvoir en discuter. Son début de saison dernière était complètement différent de celui de cette année. Alors, il n'a pas du tout le même rôle, bien sûr, avec l'arrivée de Mbappé. Il était à 10 buts au bout de 8 matchs. Là, il en est à 0, tout simplement. Donc voilà, on va un petit peu réfléchir. Et au-delà de tout ça, on va voir un petit peu... On va parler un petit peu du jeu du Real. On l'avait fait, mais là, maintenant, quand même, on est pratiquement à un tiers du championnat. Donc, je pense qu'on peut commencer à un quart, en tout les cas, du championnat. On peut commencer tranquille à faire un petit peu tirer un petit peu des leçons de ces débuts de saison. Arsenal qui se fait lâcher ce week-end, voilà une intervention un peu malencontreuse de son défenseur central star, William Saliba, et puis finalement, effectivement, ça se passe mal. Les 2 autres qui gagnent. Au JC en parlait déjà un petit peu dans les commentaires, mais le but de City effectivement est limite, mais bon bref, en tous les cas ils se font un petit peu lâcher, il y a un petit trou qui s'est créé, donc voilà, je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait 2 saisons que ça leur était pas arrivé de se faire lâcher à ce moment-là. Donc voilà. Et enfin, je voulais qu'on parle de la Juve parce que on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de saison. Ça y est, moi j'ai commencé à prendre mes aises à regarder la Serie A par d'autres moyens que des moyens. En même temps, c'est pas des moyens illégaux vu que de toute façon personne ne le retransmet en France, donc tout va bien. Mais donc voilà. Donc là, j'ai regardé par exemple le match de la Juve de ce week-end et je les avais regardés aussi la semaine précédente. Enfin. Il y a 2 semaines en l'occurrence, et effectivement c'est vrai que c'est une Juve qui nous montre des choses auxquelles on ne s'attendait pas quand Thiago Motta a été embauché. Donc voilà, je voulais juste en parler et puis voilà, et puis un petit peu parler de la Juve parce qu'il commence à faire vraiment office de gros favoris en Serie A, donc voilà. La Juve, enfin, comme si on avait perdu tous nos matchs. Avant, on était juste en rodage. Là, on est parti pour tout casser. Forza Juve, dit JC. Justement, on va en parler. Tout à fait. Donc, quand je dis enfin, c'est enfin, vous avez marqué un but. En fait, c'est ça. Parce que, bon, effectivement, vous prenez pas beaucoup de buts. Un but en 8 matchs, j'ai rarement vu ça. Je crois d'ailleurs que c'est un record depuis 1966, c'est ça ? 66-67, un truc comme ça. Excusez-moi, comme vous l'entendez, j'ai attrapé un petit peu froid pendant la trêve internationale. Donc, je bois un petit peu pour essayer de fluidifier le son de ma voix. Donc oui, alors, essayons un petit peu de revenir où on en était. On a commencé à parler, alors on pourra parler encore une fois, vous en faites pas. On pourra parler absolument de tous les sujets dont vous voulez, que vous voulez aborder, et n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est parti sur la Juve entre Pipovici et JC 1984 en même temps, c'était prévisible plutôt. Ça reste pas très fou dans le jeu, la Juve quand même. Napoli propose plus, même. Par contre, dimanche, le Juve Inter en même temps que le Arsenal Liverpool, trop chiant. Ouais. Bon, moi j'ai fait mon choix. Il y a un moment donné au JC, il faut que tu assumes tes choix. Voilà. C'est O, c'est J, et ensuite c'est C. Si la Première Ligue était avant la Serie A dans ton cœur, ce serait OCJ. Et là, c'est pas le cas. Donc voilà. Oui.
Revenons à nos moutons avant qu'on s'embarque dans le dernier point sur la Serie A. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions intéressantes parce qu'on peut, au-delà de la Juve, essayer d'écarter un petit peu au début de saison, tout simplement en Serie A. Les forces en présence, Napoli, le Milan, etc. Faire une petite revue d'effectifs. Double écran, le problème est réglé. C'est mal. Au JC, c'est mal. Il faut que tu t'imposes à un moment donné. Il faut que tu t'imposes. Il faut que tu t'imposes un choix. Donc, le Real, on va commencer par le Real. Bellingham qui grince, effectivement, a priori. On l'a vu, par exemple, dans le match de ce week-end, à plusieurs reprises, vraiment pesté sur le fait qu'ils ne reçoivent pas la balle. Il fait énormément d'efforts, Bellingham, depuis le début de saison. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est vraiment box-to-box et c'est épuisant. Il était beaucoup plus proche de l'attaquant l'année dernière et il était plutôt concentré dans le dernier tiers du terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il marquait, parce qu'en fait, il offrait une solution dans la surface en étant lancé. C'est la plupart du temps, ou aux abords de la surface, parce qu'il a aussi une bonne frappe, et d'ailleurs on l'a vu plusieurs fois, dont dans le Classico par exemple. Mais dans les deux Classico d'ailleurs. donc voilà, mais effectivement c'était quand même beaucoup plus simple pour lui. Il jouait plutôt dans un tiers du terrain. Là en fait il joue quasi dans les 3/4 du terrain, c'est-à-dire de sa surface de réparation, parce que il fait vraiment partie des trois milieux, et il essaye d'apporter offensivement, créer des ouvertures pour le duo Vinicius Mbappé. Et le problème, c'est que en fait ce qu'il supporte pas et ce qu'il aime pas du tout, alors déjà d'une, c'est que vraiment il doit physiquement puiser vraiment dans ses ressources, mais en plus de ça, il crée des espaces pour Vinicius et Mbappé, mais il n'est pas servi. Et c'est limite. Alors, je pense pas que Ancelotti lui dise ça comme ça, mais limite, en fait, c'est tout ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est pas du tout d'être servi, déjà d'une, parce que quand tu as Vinicius, Mbappé et puis Rodrigo sur le terrain, alors des fois, Rodrigo n'est pas là ces derniers temps, ça y est, le choix a été fait. Mais que ce soit deux de ces trois-là, en fait, c'est pas à Bellingham qu'on demande de marquer des buts. Bellingham, l'histoire de l'année dernière, c'est un épiphénomène. C'est quelque chose qui s'était jamais passé avant dans sa carrière, ou peut-être quand il était en amateur, quand il était petit, mais je veux dire, depuis qu'il est professionnel, il a jamais marqué autant de buts que l'année dernière, et ça n'arrivera probablement plus jamais. Alors, il y a pris goût, et il a compris que c'était en marquant des buts qu'il était dans la discussion pour le Ballon d'Or. Probablement qu'il va perdre le Ballon d'Or contre Vinicius cette saison, et c'est clair que s'il marque plus de buts, c'est terminé. Le Ballon d'Or, il le verra plus jamais, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça le truc qui le crispe un petit peu. Il s'était un peu habitué à faire sa célébration les bras en croix et à se prendre pour Dieu. Donc voilà, ouais, ça va être une saison beaucoup plus compliquée pour Bellingham, et c'est aussi ça que je voulais dire, c'est on peut aller un petit peu plus loin avec le Real. D'abord, je vais lire le commentaire de Pipovici. Après Bellingham, je me doutais qu'il ne ferait pas toutes les saisons en mettant autant de buts. Exactement, tu as tout à fait raison. Surtout que l'an dernier, il n'y avait pas vraiment de neuf. Ouais, et cette année, ils ont mis Mbappé, donc ça lui laissera moins de stats cette saison, c'est normal, je trouve. Est-ce qu'il pourrait demander à quitter le Real du coup? Je pense pas. Je pense que... Enfin, après, peut-être qu'un jour, il partira du Real, mais très honnêtement, là, t'es arrivé au Real, t'as gagné la Ligue des Champions à ta première saison, t'es dans un club qui, chaque année, te remet la pression comme si c'était ta première année et qu'ils avaient 0 Coupe d'Europe au compteur. Donc non, je pense que t'es arrivé là où il faut que t'arrives. Il y a plus de limite après. Enfin, pourquoi est-ce que tu veux aller ailleurs une fois que t'es arrivé au Real? Le problème de Bellingham, limite, c'est qu'il est arrivé un petit peu tôt. Ça va être long. Mais il peut tout à fait faire une carrière totale au Real, avec des périodes peut-être un petit peu moins, comment dirais-je,
un petit peu moins fast, parce qu'il faut pas croire que le Real va gagner des Coupes d'Europe une année sur deux pendant je sais pas combien d'années, hein. Le Real l'a fait dans le passé, dans les années 50, 60, et puis tout d'un coup l'a plus fait pendant 38 ans, a recommencé à gagner dans fin des années 90, et puis tout d'un coup l'a pas fait pendant 10 ans, puis ensuite a gagné, alors là comme probablement pas depuis les années 50, et puis probablement que ça va s'arrêter aussi. Et c'est comme ça, et il n'y a pas de problème avec ça, c'est totalement logique. Et après, ils regagneront, parce que c'est un grand club et qu'il est immortel, quoi. Donc voilà. S'il ambitionne le Ballon d'Or, ça pourrait le faire partir dans ce sens-là, que je disais cela, car là, avec Endrick, Mbappé et Vini, compliqué de l'avoir avec cette armada offensive. Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que je suis vraiment pas sûr qu'il marque beaucoup de buts s'il part. Si tu veux gagner un Ballon d'Or, il faut que tu gagnes. Si tu veux gagner dans les années 2020-25, en 2025 on va dire, il faut que tu partes. Il y a deux clubs, c'est simple, il n'y en a pas 50. Malheureusement, c'est ça aussi qui est un petit peu triste, mais il y a deux clubs. C'est Manchester City ou le Real. S'il va jouer à City, je t'annonce, il marque pas 20 buts dans la saison. Et s'il en marque 2, déjà, c'est déjà pas mal. Alors, c'est sûr que au milieu de terrain, avoir... et encore, parce que je suis même pas sûr que son style de jeu soit adapté réellement à Manchester City. C'est un peu... je sais pas. Mais... je pensais à un club comme Chelsea, dit au JCRM, avec bien sûr donc une vision un peu orientée de ta pensée. Et encore, City, ils ont jamais eu un Ballon d'Or, bien sûr. Bah oui, parce que c'est l'antithèse de la star. Et c'est ça que j'allais dire, c'est que si tu veux gagner, il faut que tu ailles à City. Si t'es pas à City, il faut que tu ailles au Real. C'est simple, c'est pas compliqué. Au Real, effectivement, ils ont une fabrique à Ballon d'Or. À City, étant donné que le seul Ballon d'Or qu'on peut donner, c'est Haaland, et encore, tu vois, même quand il a marqué, il a été décisif dans tous les sens et tout, il l'a pas pris, et Guardiola. Donc, voilà, hein, c'est réglé. Hein. Il l'aura pas à City, et au Real, je pense que sa fenêtre de tir, c'était l'année dernière. Bellingham, intrinsèquement, c'est pas un joueur, je sais pas, enfin, moi, tu vois, pour moi, il est même pas au niveau de, il est pas du tout même au niveau de Modric, tu vois, il a pas cette qualité technique, il a pas la capacité, pour moi, d'être un Ballon d'Or, excepté sur une année pauvre comme l'année dernière, où rien ne se dessine vraiment, et si Vini avait pas été décisif à ce point-là dans les matchs qui comptent en fin de saison, surtout en Ligue des Champions, je pense qu'il aurait pu l'attraper. Le problème, c'est que Vinicius a été stratosphérique dans les derniers tours de Ligue des Champions. Et donc, ça, forcément, ça a eu un impact sur le Ballon d'Or aussi. Comme l'Angleterre, en plus, n'a rien gagné. Alors, ok, ils sont arrivés en finale, comme à peu près chaque compétition depuis 6 ans. Mais, voilà, malheureusement, il n'a pas gagné. Sa fenêtre de tir, elle était là. Je pense qu'il en aura plus d'autres. Ça m'étonnerait que dans le Real du futur, il marque autant de buts et il soit aussi prégnant sur le jeu offensif, parce que en fait, le Real depuis l'année post Karim Benzema, c'est une erreur. C'est une erreur de planification, et encore, c'est même pas une erreur de planification, vu qu'en fait, le deal était prêt avec Mbappé, qu'ils avaient sorti le carnet de chèques, les 150 millions d'euros, et qu'ils étaient quasi sûrs que le Paris Saint-Germain allait accepter, vu que Mbappé refusait de re-signer. Et en fait, ils ont refusé. C'est fou. En se disant, on va refaire comme la dernière fois, et on va le faire signer à la dernière minute. Ils se sont donc retrouvés avec Rossellou attaquant, et donc, ça a laissé cette opportunité à Bellingham de marquer des buts. Mais ça, c'est une erreur de casting qui a été corrigée l'année suivante. L'année suivante, hop, Mbappé est arrivé, mais cette fois-ci gratuit. Donc voilà, plus 50 millions de primes que Kylian va certainement récupérer au prud'homme. Donc oui, ça va être... c'est vraiment une question de timing, et il a pas eu de chance parce que Vini a été ultra performant. Lui a été très performant. Vini a été ultra performant. Donc voilà. Il serait la star à Chelsea. Non, attendez. Chelsea, ça y est, vous avez votre star. Enfin, je veux dire, vous avez plus besoin de ça.
Cole Palmer, c'est un gars qui est sur une autre planète. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur anglais aussi fort que ça, qui ne mise pas tout sur sa vitesse, etc. Tu vois. C'est-à-dire un vrai joueur de foot anglais, très bon. Donc voilà, qui est pas Jack Grealish, qui pour moi, voilà. Non, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un Cole Palmer en équipe d'Angleterre. Et les Rashford, les trucs comme ça, ils me fatiguent. Les Saka et tout, je peux plus les voir. Palmer, en fait, quand il prend la balle, il te déborde pas parce qu'il est physique, parce qu'il est rapide, parce que... Non, il joue tout sur sa technique, sa vision du jeu, sa qualité de pied, etc. Il est fort, en fait. Vous avez une star. Ça y est, c'est réglé, en fait. Donc je pense pas. Hein. Ils sont tous au Real, justement. Ouais, absolument. Ou De Bruyne. Oui, c'est pas faux. T'as raison, Pipovici. En 2026, le Ballon d'Or jouera en PL à Chelsea avec Messinho qui a battu le record de Neymar au Brésil. Ouais. Écoute, je te le souhaite. Trop tôt pour 2025. C'est qui les stars à Chelsea qui ont marché? Torres, Shevchenko? Ouais, alors Torres, Shevchenko, là, t'y allais fort, hein, Pipovici. Merci City pour Palmer. Ouais, absolument. Drogba, c'est vrai, mais est-ce que Drogba arrive comme star? Il a fait une saison au haut niveau, une seule, et Mourinho, qui l'a rencontré en championnat, en Champions League, en Coupe d'Europe, pardon. Oui, c'était en Coupe d'Europe. Décide de le faire venir. Mais même Abramovich comprend pas le move. Hein. Donc voilà. Sancho, Salah. Non, mais il n'y a pas de star à Chelsea. Cole Palmer, ils l'ont pas créé parce qu'ils l'ont récupéré de City, mais Cole Palmer, c'est vraiment un mec spécial. Honnêtement, hein, il est spécial justement parce qu'il n'est pas spécial physiquement. C'est pas comme Rashford ou je sais pas, je pourrais t'en citer, ou Sterling ou des gars comme ça. Alors Grealish. Moi, les joueurs arrêtés, moi, ils me gonflent, mais j'en peux plus, en fait, de voir ces joueurs arrêtés, là, dribbler en tête-à-tête, faire une passe en retrait, reprendre la balle, refaire une passe en retrait, reprendre la balle, refaire une passe en retrait. Il me rend fou, hein, sérieusement. Déjà, le jeu de City commence vraiment à me donner de l'urticaire. Et Grealish, alors, quand il est sur le terrain, je suis neurasthénique. Tu vois, il joue dans la même équipe avec le même style de jeu. Tu vois la différence avec Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est dynamique, c'est comment dirais-je, c'est léger, c'est beau, c'est technique, etc. Quand tu regardes Grealish, tu te dis mais c'est pas possible que ce gars-là ait été recruté 100 millions de livres sterling pour faire ça en fait. C'est pas possible. Enfin, moi je sais pas, mais je comprends pas. Rashford comprend pas. Ok, il a fait une passe décisive ce week-end. Bon, est-ce qu'il faut qu'on s'extasie parce que Rashford, au bout de 23 matchs d'affilée où il a été pompe à vélo, il a fait une passe décisive. Non, moi les joueurs anglais de débordement, comment ils m'énervent. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais vraiment c'est pénible en fait de les regarder. Sancho, j'en parle pas. Bref, Palmer. Oui, star de Chelsea et c'est plus fort que Bellingham. C'est pas du tout au même rôle, mais oui, devant les cages, clairement, c'est plus fort que quasi tout le monde à l'heure actuelle. Hein. C'est compliqué de faire mieux que Palmer. Donc voilà, et c'est beaucoup plus beau à regarder que comment il s'appelle, le cyborg, par exemple. Mais bon, après voilà. Ça n'enlève rien au cyborg. Il est très très fort. Enfin, très fort dans la finition. Après, dans le football, je trouve qu'il progresse en revanche. C'est vrai. Comme bon joueur anglais, t'as oublié Foden. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Et encore, il a fait une excellente saison dans l'axe. Et depuis, c'est plus compliqué, mais bon. Moi, c'est KZDI que j'aimerais qu'il nous lâche Chelsea. Ouais, ce serait pas mal. Parce que bon, normalement, Milan a un accord avec Chelsea à vie, quoi. On peut prendre un peu tout ce qui bouge, quoi. Il est supporter du Milan. Il l'a dit récemment. Foden, il est pas au mieux en ce moment. Ouais, effectivement. C'est bizarre. Il a fait une extraordinaire saison. La saison de la Ligue des Champions, honnêtement, c'est fantasmagorique, sa saison. Et depuis, c'est plus compliqué quand même. Voilà. Après, il le balade à droite, dans l'axe. C'est complexe. Mais bon, bref. C'est Guardiola. Revenons-en. Donc, au Real, à Bellingham, et je pense que effectivement la fenêtre de tir de Bellingham, elle s'est fermée pour le Ballon d'Or, et je pense pas qu'il en ait encore une. Ça m'étonnerait parce que, alors, on va pas revenir là-dessus. En tous les cas, dans Buenos Aires Calcio, je refuse de commenter une actualité aussi sordide que ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. Mais si
Pour l'instant, on ne sait absolument pas s'il est fautif, pas fautif, donc ça sert à rien d'en parler. Mais imaginons que cette affaire l'emmène à une condamnation, par exemple. Ils vont se retrouver sans Kylian Mbappé, et peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de numéro 9. Alors peut-être que Bellingham, il aura encore une autre fenêtre de tir où il sera dans le jeu de, peut-être pas Carlo Ancelotti, mais peut-être d'un autre coach, parce que bon, Carlo, il n'est pas immortel non plus, une pièce maîtresse offensive importante. Donc peut-être que ça se reproduira, mais ce sera circonstanciel, dû à un événement externe qui peut être le départ de Kylian Mbappé, mais qui peut être aussi, le départ de Vinicius parce qu'il s'embrouille avec Kylian. Bref, je sais pas. Mais il faut savoir aussi que Bellingham, c'est quelqu'un qui est pas aimé dans les vestiaires où il est passé, partout. Il est très bossy, on dit. Il est très très relou, quoi. Donc, et l'année dernière, tout était idyllique. C'était un peu une espèce de lune de miel. Et d'ailleurs, on voit que comment il s'appelle, Bellingham, que Vinicius s'entend plutôt bien avec Mbappé. Enfin, je trouve que c'est assez évident. En revanche, il parle plus trop à Bellingham, en vrai. Enfin, c'est très rare. Au contraire, quand ils se parlent, c'est assez tendu. Donc c'est assez bizarre le truc qui est en train de se passer un peu dans le vestiaire du Real. Et un truc qui est sûr, c'est que au Borussia Dortmund et un peu partout dans les vestiaires où il passe, Bellingham, très vite, il saoule les gens. À monsieur parfait, monsieur je donne des leçons à tout le monde, etc. Il a tout compris au football, lui c'est un leader, etc. Apparemment, il a l'air d'être saoulant. Donc voilà. Hendrick, qui pour moi aura un ballon d'or un jour, j'adore ce joueur. Oui, je sais pas. En fait, je peux pas. Bon, déjà d'une, je lis pas l'avenir, mais Hendrick, il est. Moi, j'ai des interrogations quant à son âge lié à un physique de haut niveau. Voilà. Je dis pas, je sais pas s'il est gros, pas gros, etc. C'est pas le problème. Il a l'air effectivement enveloppé. Le problème en fait c'est qu'il est très jeune et c'est pas trop le problème de il peut être ultra tonique musculairement, tu vois, type je sais pas, Shaqiri par exemple. Shaqiri en fait quand il était jeune, il avait ce type de physique que Hendrick a, et c'était pas un problème à son âge parce que ça a jamais été un souci. Le problème c'est après, avec les années, que le physique de Shaqiri est devenu en fait un problème. Très souvent, il avait du mal à contrôler son poids parce que naturellement, c'est quelqu'un de trapu et d'assez épais. Et le football déteste les gens lourds. C'est comme ça. Attention. Hein. Ce que je veux dire, c'est que pour être bon au football, il faut être léger, quoi. Il faut pas être trop musclé. Il faut faire de la muscu, mais vraiment de façon très mesurée, parce que en fait, très rapidement, sinon tu n'as pas la mobilité suffisante et tu n'as pas l'explosivité suffisante. Donc voilà. Donc je sais que Hendrick, le seul truc, c'est que je me dis. Bon, là, il a 18 ans, il est dans cet état-là, et tout va bien à 18 ans. 18 ans, tu peux avoir 2 kilos en trop, ou tu peux avoir 2 kilos en trop, pas forcément de gras, ça peut être de muscles. Et c'est pas un souci, quoi. Tu vois. Le problème, c'est à 25 ans. Qu'est-ce qui va se passer à 25 ans, à 22 ans, à 24 ans? Est-ce que ton corps, tes articulations vont supporter la masse musculaire que tu as, etc. Donc moi, c'est juste ça, les limites que je vois à Hendrick, c'est, on dirait... En fait, j'ai une interrogation sur son physique de haut niveau. Mais après, c'est personnel, hein, c'est tout. C'est peut-être mes nombreuses années à observer des joueurs de football et de haut niveau, où je me dis, lui, il a vraiment un physique atypique, et souvent, ça réussit pas, ça, dans le foot. À long terme, en tous les cas, ça peut réussir temporairement. Car je le vois mal rester sur le banc et attendre une blessure de Vini ou Mbappé pour jouer. Shaqiri, j'ai eu la chance de le voir en amical en Suisse contre le Monaco de Silva, Fabinho, Mbappé. À voir en vrai, c'était ultra impressionnant à voir la musculature de Shaqiri. Ah ouais, non, mais Shaqiri, c'est une masse. Hein. Alors, il est pas grand, donc voilà, mais c'est un cube. Hein. Il veut ressembler à Ronaldo. Ouais, d'Archeville, le plus solide pour moi. T'as tout à fait raison. D'Archegros. Mais oui. Donc, bref, en tous les cas, Hendrick, moi, c'est ça la limite que je vois. Après, techniquement, il m'a pas impressionné. Mais en revanche, il est déterminé, il est simple dans sa technique. C'est-à-dire, il prend la balle, il contrôle les frappes. C'est rapide, c'est efficace.
Ça va pas être, c'est pas Neymar. Hein. Je pense pas que Hendrick ça devienne Neymar. On en est très très loin. Je l'ai vu essayer des gestes techniques, c'était même limite plutôt pas terrible. Mieux vaut pas qu'il essaye. En fait, c'est crochet frappe lui. Hein. Et puis c'est tout. Et puis c'est très bien. Hein. C'est voilà. Déjà quand tu fais ça bien, je sais pas comme Paoletta par exemple. Paoletta il te faisait pas des gestes techniques. Lui c'était crochet frappe, crochet frappe, crochet frappe. Mais quand c'est tout le temps cadré et que ton crochet il passe quasi tout le temps, bah tu deviens un des meilleurs attaquants du monde. Hein. Donc voilà. Donc c'est un peu ça quoi. Là je le vois mal pour rester sur le banc. Je parlais de Rodrigo. Bon coup à faire pour beaucoup des coupes. Ah bah là Rodrigo, j'en parlais lors de la dernière émission de Cœur Rossonero. Je disais, tu me demandes d'échanger Pulisic et Rodrigo, même si Pulisic est le meilleur joueur du Milan depuis très longtemps, enfin depuis le début de saison, mais même la fin de saison dernière. Je l'amène moi-même en voiture à Milan, Rodrigo, et l'autre je l'amène au Real, c'est sûr et certain. Et pourtant, probablement le meilleur joueur Pulisic à l'heure actuelle du Milan depuis ces 7-8 derniers mois. Donc mais bon, après voilà, Rodrigo, c'est clair que là ils sont en train d'en faire un mec frustré qui va se barrer et c'est sûr qu'il va exploser ailleurs parce que Rodrigo c'est un joueur de foot en fait. C'est un vrai joueur de foot. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Et ça n'a pas de prix en fait dans une équipe. Quand tu as un joueur talentueux qui fait toujours ce qu'il doit faire et pas qui force parce que y a ses agents, ses chaussures qui sont avec son nouveau sponsor, sa meuf qui est dans les tribunes, etc., bah en fait ça a pas de prix ça. Mais vraiment ça a pas de prix. Hein. C'est non, pas de touche Pulisic parce que Samuel se réveille à droite. Samuel Chukwudze. Non, mais c'était un hasard ce qui s'est passé ce week-end. Je te rassure aussi. donc voilà. Mais bon. Ouais. En tous les cas, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le Real a encore galéré ce week-end. Que rien n'était... Par contre, Rodrigo, où il pourrait aller ? Rodrigo, je le vois bien dans un club comme Milan. Rodrigo à droite, Leao à gauche. Oh là. Enfin, remarque, limite, je crois que je mettrais Pulisic à gauche et Rodrigo à droite. Et Leao, allez, dégage. C'est bon, j'en veux plus. Laisse-moi tranquille. Ça y est. C'est bon, je suis saoulé. Donc, mais bon. Après, voilà, c'est personnel. Il a fait du bien. On lui a jamais réellement laissé sa chance à Chukwudze. Ouais. Bon. Je vais pas commenter ça. C'est pas dans les sujets. Mais bon. Chukwudze, c'est un petit joueur. Moyennasse. Bah bon, bref. Alors, il va marquer un but ou deux de temps en temps. Hein. Mais tu sais, si personne lui donne sa chance, ni Pioli, ni Fonseca, c'est qu'il y a une raison. Hein. Et c'est pas par hasard. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas de hasard dans le foot. Il n'y a aucun hasard. C'est pas possible que deux coachs professionnels expérimentés ne donnent pas sa chance à quelqu'un si le mec ne montre pas ou ne fait pas ce qu'il doit faire. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui, d'un coach à l'autre, a le même joueur en grippe, en fait. Ça n'existe pas. C'est juste que t'es pas au niveau, en fait. C'est tout. Il a fait du bien. On lui a jamais réellement laissé ça. Ou un Yildiz Vlahovic Rodrigo. Ouais. Alors oui. Non, mais en revanche, au JC, tiens, voilà, je te pose la question. Tant pis, on va parler de la Juve tout de suite. T'en as pas marre de Vlahovic, là? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on en fait de lui, sérieusement? Parce que les 0 buts de la Juve pendant 3 ans, là, c'est lui, hein, franchement. Alors, à chaque fois, il te dira, j'ai pas de chance. Ah, bah, c'était juste à côté. Ah, soit. Alors, maintenant, il crie plus. Je sais pas si t'as vu, mais Mota, il lui a dit, t'arrêtes de crier, sinon je te tape. Donc, maintenant, il dit plus rien. Il est comme ça, il fait. C'est tout. Donc, mais ça change pas qu'il aimait pas. Il n'est même pas au fond, le mec. Le mec ne l'aimait pas. Ah bah le coup franc, il était à ça. Ah bah la tête, elle était à ça. Ah bah là, il y a eu poteau. Ah bah là, j'ai frappé dans le tibia de l'autre, je lui ai cassé la jambe. Ça change pas qu'elles y sont pas, en fait. Moi, ça me rend fou. Sérieusement, Vlahovic, il me rend fou. Ça y est, j'en ai marre. Après, il dit c'est plutôt pas mal.
C'est sûr que si vous aviez Rodrigo à droite, c'est la fête. Pulisic a été impeccable aussi à droite, dur de l'enlever. Oui, non, bien sûr, tu le mets à gauche. C'est pour ça que je te dis, tu le mets à gauche. Il n'y a aucun problème. Pulisic, tu le mets dans l'axe, tu le mets à gauche, tu le mets en soutien de l'attaquant. Pulisic, il fait tout. Hein. Là, le dernier match, il a changé 4 fois de rôle dans le match. Hein. Dans le match, 4 fois de place. Hein. Donc, c'est pas mal quand même. Vlao, ça va revenir, il a été traumatisé par Allegri. Quand il va remarquer, ça va faire boum pour Vlao, un peu comme Benzema en équipe de France. Allez, écoute, on verra. Hein. On verra bien. Les buts, c'est comme le ketchup. Quand ça vient d'un seul coup, disait Cristiano Ronaldo. On verra bien. On revient au Real. En tous les cas, ça joue pas bien. C'est pas du tout serein. Ils ont failli se prendre des contres, mais de l'espace. Heureusement que Courtois est encore là, le match dernier. C'est très compliqué pour le Real. Hein. Moi, j'ai toujours ce même problème au milieu. D'ailleurs, il a fait rentrer Modric beaucoup plus vite que prévu, parce que leurs 3 milieux de terrain, là, ça marche pas, en fait. Tchouaméni, Camavinga et Valverde. Je te parle pas de la valeur intrinsèque de chaque joueur, quoique j'ai des vrais doutes sur Tchouaméni, mais Camavinga, bon, et Valverde en revanche je l'adore. Mais le problème, c'est la qualité technique, la vision du jeu, le tempo, la passe dans le bon timing, etc. En fait, c'est ça qui manque, qu'ils ont perdu. Et très clairement, il fait rentrer, dès qu'il voit qu'ils sont en galère, il fait rentrer Modric. Mais Modric, il a 37 ans. C'est-à-dire que le mec va pas réussir à faire encore des miracles pendant des années. Donc je sais pas qui vont aller chercher l'année prochaine, mais c'est un vrai problème en fait. C'est un vrai très très gros problème. Parce que après la défense, bon, le retour de Militao, c'est pas terrible, mais après il revient d'une grosse blessure, ligament croisé. Très souvent, ligament croisé, quand tu reprends tes fonds de cinquième, et tout d'un coup tu as une rechute après qui est physique. Parce que en fait, ça fait 4-5 mois que tu t'entraînes, mais que tu n'as pas joué de match. Puis ensuite, donc tu arrives, tu es fond de cinquième, puis ensuite le rythme de l'enchaînement des matchs commence à t'esquinter parce que tu n'as plus du tout l'habitude de ça. Donc c'est un peu... et ça arrive très fréquemment. Hein. Après les ligaments croisés, les mecs reviennent comme des avions, et tout d'un coup, ils ont 6 mois où ils s'éteignent, et Militao, il arrive là en fait, parce qu'il a recommencé juste avant la fin de saison. Et dernière... Après, il a eu la trêve, et ensuite, il a repris, et là, il arrive au moment où il va s'éteindre un peu. Donc, et je le trouve pas serein, toutes ses interventions, elles sont bizarres, pas dans le timing, tu vois, il a pas le rythme, en fait. Mais bon, bref. Donc, heureusement, ils ont Courtois, et puis heureusement que les autres, ils avaient un attaquant suédois qui était vraiment éclaté au sol, même si c'est lui qui marque, finalement, le but de l'égalisation. Mais il est nul, cet attaquant, c'est pas possible. Après, ça doit être impressionnant, hein, d'avoir Courtois qui sort sur toi, hein. Franchement, hein, j'avoue que moi, je pense que je me ferais pipi dessus, probablement. Donc voilà, mais bon, après, moi, je suis pas un joueur professionnel, quoi, qui joue en Liga. On en avait parlé une fois, mais le problème du milieu, c'est Tchouaméni. Ils ont mis beaucoup d'argent sur lui et il fait flop. Ah, c'est clair, hein. J'ai regardé que c'était la 3e ou 4e recrue la plus chère de l'histoire du Real, Tchouaméni. Quand j'ai vu ça, j'ai fait what? Alors bon, le top, hein, le plus cher de tous les chers, Eden Hazard. Tu peux pas te tester. Le Real, ils ont fait c'est le Real Barça. Leurs deux recrues les plus chères, c'est l'espace. Hein. Barça, 2 recrues les plus chères. Comment il s'appelle ce Brésilien là, qui joue à Liverpool. Et ensuite Dembélé. Ça, c'est les 2 recrues les plus chères. Coutinho, voilà. Merci OJCRM. Coutinho, Dembélé, ça c'est les 2 recrues les plus chères de l'histoire du Barça. Et de l'autre côté, t'as Eden Hazard, Gareth Bale. Bon, après Gareth Bale, j'avoue, voilà, même s'il était intermittent du spectacle, franchement, il a fait des saisons de l'espace, hein, c'était chaud. Et donc il doit y avoir Ronaldo dedans, donc bon, très très bien, et Tchouaméni. Donc je crois que c'est le 4e, Tchouaméni, un truc comme ça. Et là tu te dis, oula, c'est chaud quand même. Salut Kifkoni, ça va ou quoi? Tac, qu'est-ce qu'on disait? Jovic en 5, non. Ah, tu crois? Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Je me souviens plus, mais ouais, c'est possible. Et
Milan, quand tu regardes les 5 ou 10 recrues les plus chères, c'est catastrophique. La Juve, bah forcément, il y a les 117 millions de Ronaldo. Mais après, c'est des joueurs, des très vieux joueurs. L'Inter aussi, c'est la même chose. C'est que des joueurs éclatés au sol et Bobo Vieri au milieu, quoi. Donc voilà. Et Milan, t'as des André Silva, t'as des trucs comme ça, mais catastrophiques. Heureusement, il y a Rui Costa, je crois, qui est top 3, un truc dans le genre. Mais bon. Sponsorisé par le RD Congo. Ah ouais, ça y est. Je croyais que... oui, parce que nous, c'est pas Rwanda. Nous, c'est possible que ce soit Visite Congo, ouais. Il me semble. T'as raison. Bref, en tous les cas, ils vont gagner le Classico et ça va repartir comme d'hab dans le jeu. Tu crois? Ouais, peut-être. Hein. Faut voir, c'est le week-end prochain, donc on est pas mal. Quasi officiel. Ouais, on sera content. Hein, Pipovici, je pense que tu peux dire la même chose. Nous, on sera content de représenter le Congo sur le maillot. Hein, avec plaisir. Ça fait plaisir. Si ça peut aider, ce serait bien. Top 9, Jovic. Ah ouais. Un peu stupide le sponsoring étatique, mon avis perso. Bah, écoute, je sais pas. Je pense que c'est Visit Rwanda qui a un petit peu inspiré tout le monde, cette pub sur le maillot de Arsenal. Est-ce que ça a eu un impact positif avec le Rwanda? Je sais pas, c'est possible. Ah, avec plaisir, Kifkoni. Alors là, tu peux pas me faire plus plaisir. Hein. Si tu me dis que tu deviens minaliste, toi, footballeur, amateur de football éclairé, alors là, je suis plus qu'heureux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc voilà, le jeu du Real, on verra, mais en tous les cas, c'est vrai que le Classico, le Barça a l'air quand même vachement plus prêt. Ce que je m'attends là, c'est que il se fasse punir contre le Barça. Donc j'attends de voir, parce qu'on connaît le Real et leurs ressources vraiment morales énormes. Le Barça est quand même beaucoup plus prêt, montre plus de choses que le Real. Donc voilà. Hazard, Bellingham, Bale, Ronaldo, absolument. C'est ça, j'avais oublié Bellingham. Tchouaméni, Zidane, Rodriguez, Kaka, Jovic, Figo. Ouais. Bon, franchement, 1 sur 2, en fait, c'est une arnaque. Jovic, tu peux jeter. Rodriguez, tu peux jeter. Tchouaméni, tu peux jeter. Bale, demi-arnaque. Mais bon, comme il a gagné beaucoup de trucs, et puis il a mis des retournées en finale de Ligue des Champions, donc t'es quand même obligé de rien dire. Et Hazard, summum. Donc c'est vrai, hein, t'en as 1 sur 2. 1 sur 2, c'est des arnaques. Je crois que les recrues de l'Inter, à part Bobo Vieri, et encore, tu peux considérer que Bobo Vieri est une arnaque, c'est 100% arnaque. Il n'y a pas un gars qui a été efficace à l'Inter, il me semble. C'est pareil au Milan, hein. Je te dis, excepté Rui Costa, je crois que c'est la même. Donc, voilà, un petit peu pour le Real. On verra la semaine prochaine avec le Super Classico, ça va être trop bien. On va passer sur Arsenal parce que là ça fait beaucoup de temps qu'on parle du Real et puis après on a divagué, c'est vrai effectivement, mais Arsenal je trouve cette saison, j'en avais parlé un petit peu plus tôt dans Buonasera Calcio d'Arsenal et surtout du jeu d'Arsenal, vraiment je trouve de moins en moins attrayant. Je vous l'avais dit, c'est maintenant une équipe vraiment très 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 solide défensivement et ultra forte sur les coups de pied arrêtés. Autour de ça, c'est plutôt une équipe de transition. Donc voilà, c'est pas non plus folichon, mais après ils ont fait un choix pour contrer Manchester City, choix que je respecte tout à fait. Hein. Voilà, c'est en tous les cas c'est marqué et c'est plutôt pas mal. Mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas craqué à ce moment-là de la saison. Là, quand même, les écarts commencent à être pas inquiétants. Faut pas non plus délirer. Hein. On va pas se raconter des histoires. Mais c'est vrai que tu commences à avoir à ce moment-là du championnat, en championnat d'Angleterre, Arsenal a 4 points de retard sur Liverpool, sachant que la plupart du temps, le titre se joue à 1 point. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que ça veut dire que il faut que des équipes qui ne perdent quasi jamais, c'est-à-dire Manchester City et Liverpool, se ratent 2 fois et que toi, en revanche, tu fasses un 100%. Eh bien, c'est pas facile. Je vous le dis, ça veut dire que Arsenal a quasi plus le droit à l'erreur parce que sinon ça sera 7 points et là 7 points c'est dead hein. On l'a vu sur en tous les cas les 2 dernières saisons, voire même les saisons d'avant où il y avait que Manchester et City et Liverpool, où en fait tu peux pas te rater. Si tu veux prendre le titre à City,
Tu peux pas te rater. C'est simple, il faut que tu prennes tout. Tu peux faire 1 ou 2 matchs nuls par-ci, par-là. Mais si tu fais pas le plein, quasi, t'es mort. Donc voilà, donc c'est en tous les cas la première fois qu'il se trouve. Alors après c'est Saliba, franchement une fois n'est pas coutume parce que il fait une super saison. Donc ça y a pas de problème. Et effectivement en plus comme c'est un rouge direct, Saliba ça va être 2 ou 3 matchs de suspension. C'est quand même vraiment et de très très loin le meilleur défenseur d'Arsenal et probablement de Première Ligue. Donc franchement vraiment inquiet pour les Gunners cette saison. J'ai pas l'impression que ça va se passer exactement comme les saisons précédentes, mais bon. S'ils perdent en plus dimanche le match contre Liverpool, ça a commencé à faire mal. Et oui, en plus, le hasard est ainsi fait que tu rencontres un Liverpool invincible, pas invincible, mais bon, qui est très difficilement battable le week-end prochain, sans ton meilleur défenseur central. Bon, voilà, quoi. Donc, voilà. Ils le joueront sans Saliba, en plus. Et nous, à Milan, on prend des rouges directs sur des fautes imaginaires. Ouais, c'est pareil. J'ai lu plein de trucs, mais en fait, Reinders, il touche le pied du défenseur, de l'attaquant, parce qu'il passe derrière. Et ensuite, effectivement, l'attaquant se touche le mollet, forcément, il tombe. En fait, Reinders, il aurait pas dû le toucher, il aurait dû juste le laisser aller faire son tête-à-tête. Bon, voilà, il l'aurait gagné, il l'aurait perdu, et puis peut-être qu'on serait revenu on aurait gagné 2-1 ou 3-1 parce qu'on aurait été à 11 contre 10. À 11 contre 11. Donc voilà, bon, après, c'est vrai que quand tu prends l'image où il se touche le mollet, oui, bien sûr, ok, il tape le mollet, mais probablement parce qu'on lui a tapé le pied avant. Donc moi, en tous les cas, c'est ce que je vois. Je vois que en passant, en fait, son pied touche le tibia de Reinders et il tombe. Donc voilà. Et après, c'est Newcastle et Chelsea pour Arsenal. Et avant Chelsea, c'est l'Inter en Ligue des Champions. Wow. Après, ils sont là pour ça. Hein. C'est, voilà. Newcastle qui revient gentiment. Qui commence à redevenir une équipe un peu qui t'embête quand tu joues contre eux. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est pas encore, mais bon, c'est bien mieux que l'année dernière quand même. Et voilà, bon, ok, ils ont perdu contre Brighton. Mais c'est quand même une équipe où tu sais que tu vas galérer. À jouer contre eux. Donc voilà. Et puis Chelsea, on n'en a pas parlé, mais très bon match contre Liverpool. Franchement, c'était pas... ok, ils ont perdu, d'accord, mais franchement, j'ai trouvé... En fait, c'est la concentration, parce que c'est vraiment dommage d'égaliser et 2 actions plus tard de perdre, de prendre un but, quoi. Franchement, c'était un peu ridicule. Donc voilà, je sais pas, c'est dommage. Mais c'était un match plein d'engagement, plein d'énergie. Malo Gusto vraiment très très fort, je trouve, vraiment très bon. Cole Palmer étouffé vraiment. En revanche, non, je trouve que comment il s'appelle bref, leur numéro 9 sénégalais, je trouve qu'il devient de mieux en mieux, vraiment. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Hein. Chelsea, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Caicedo, Enzo Fernandez, ça ressemble maintenant à un vrai milieu de terrain. Donc ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. J'ai toujours un peu de doute sur le goal, où je trouve que c'est pas un goal de haut niveau et ça c'est embêtant. Et après, voilà. C'est sur l'aile, c'est pas fantastique, mais j'aime bien Nkunku, moi, tu vois, donc je comprends pas pourquoi il joue pas plus ou des trucs comme ça, mais bon, bref, même un gars comme Badiachil, je trouve qu'il a fait un bon match, bizarrement, donc voilà. Kata défensivement et 109 horrible Chelsea, et le gardien oui. Comment oublier la fraude Sanchez? Ah oui, voilà, Sanchez, mais c'est ouais, mais je sais pas. J'ai pas trouvé ça si nul que ça, honnêtement. C'est pas une défaite honteuse, hein, loin de là. C'est plutôt pas mal. Hein. C'était un bon match. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur après Man City qui s'en sort un peu miraculeusement, mais moi je suis inquiet pour Arsenal et je pense que la semaine prochaine on va savoir s'ils peuvent jouer le titre cette saison ou pas, ou alors en même temps quelque part peut-être ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions et ce serait pas plus mal en fait. Donc voilà, peut-être on sait jamais, hein, sur un malentendu ils peuvent faire une grosse perf en Ligue des Champions cette année s'ils sont plus autant absorbés par le championnat, donc on verra bien.
Liverpool, par contre, sans recrue, incroyable. Ouais, alors franchement, je suis toujours... à la fin de la saison, je vais peut-être toujours vous dire la même chose, à vous dire, je suis pas convaincu par Liverpool. Ils ont des bons joueurs, effectivement, t'as raison. Curtis Jones fait une très bonne saison et est très bon. Voilà, en plus là, il avait une opportunité. McAllister, je sais pas, Slobozai, etc. Franchement, c'est très bon. Konaté, plutôt pas mauvais. Van Dijk qui est revenu vraiment à un très haut niveau. Bon, Robertson et Alexander-Arnold, quand ils ont le ballon, ça va, mais défensivement, c'est quand même pas top. Voilà, après Salah est revenu à un très très bon niveau. Leur numéro 9, bon bah là Jota s'est blessé, c'est dommage parce que quand tu commences à faire rentrer Nunez, c'est pas terrible. Mais voilà, avec Diaz sur le côté et tout. Non, honnêtement, vraiment une belle équipe, mais j'ai pas l'impression qu'ils peuvent tenir la distance en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va casser à un moment. Mais à la fin de la saison, ils vont peut-être fermer ma gueule et merci, c'est gentil. Mais il y a un truc, je trouve. Je crois qu'il y a un truc. Mais on va voir. On va voir peut-être à la trêve ou au Boxing Day ou un truc comme ça. Après, le problème de Liverpool, c'est comme Chelsea et Arsenal, c'est la défense. Là où City, eux, ils n'ont pas de soucis. Voilà, tu m'étonnes, hein, il a dépensé pendant 5 saisons 100 millions d'euros sur un défenseur chaque saison, Guardiola. Heureusement qu'il n'y a pas de problème avec les défenseurs, faut pas déconner. Surtout que la plupart des défenseurs qu'il a acheté 100 millions, ils étaient nuls en plus. Il a été obligé d'en racheter un autre, pour ensuite racheter un autre et en remettre encore un autre. Donc non, franchement, heureusement. Moi, je parle pas de City de toute façon. J'espère que bientôt la sanction va tomber et qu'on parlera plus de cette équipe. Et merci, c'est gentil, on parlera plus de Guardiola non plus vu qu'il partira. Donc ce sera bien. Ça fera du bien au championnat d'Angleterre, je pense. Forteresse Juve, oui, donc cette Juve, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont pris un but depuis le début du championnat. Un but. Moi, je suis impressionné, sachant qu'en plus avec la blessure grave de Bremer, je me suis dit peut-être ça va un peu baisser le niveau, mais en fait tu vois que c'est le système qui est défensif, c'est pas des joueurs. Donc ouais, c'est un système vraiment très défensif. Ils sont très prudents en attaque. C'est pas du hurrah football, hein, on en est très très loin. C'est construit, c'est appliqué, c'est peut-être un petit peu trop appliqué. Pour l'instant, je pense que les joueurs sont en apprentissage du système de Mota et n'osent pas encore mettre leur grain de sel créatif dans ce système. Ça va venir, ils vont se l'approprier et à un moment donné, ils vont faire du dépassement de fonction, je pense, et c'est là où tu crées finalement les vrais décalages. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que Mota commence par insister et à construire une défense vraiment, on va dire, de fer. Donc c'est vrai que j'étais pas prêt à ça. C'était pas comme ça que je le voyais en fait. J'avais l'impression que ça c'était limite un acquis de la Juve, quoique c'est vrai que la saison dernière pas du tout. Mais bon, c'était un acquis de la Juve et que en fait il allait s'attarder à développer en fait le côté créatif de l'attaque de la Juve. Et en fait pas du tout. Alors c'est assez rigoriste. Ok, en Ligue des Champions, les matchs sont un petit peu plus ouverts. Le championnat d'Italie est un championnat ultra technique, tactique, et donc tu as moins d'espace enfin t'as de l'espace, mais c'est un championnat quand même où en face de toi t'as des gens qui maîtrisent la tactique et des coachs qui savent aussi de quoi ils parlent. Donc c'est pas comme la Ligue des Champions où quand tu rencontres une équipe hollandaise, tout est possible. Et d'ailleurs on l'a vu parce qu'ils marquent beaucoup de buts dans ce genre de match et c'est très très bien. Franchement c'est top. C'est-à-dire ça veut dire que ils arrivent à s'adapter au type d'adversaire et de ce que l'adversaire leur donne. En l'occurrence, les équipes hollandaises, je prends ça, mais parce qu'ils ont fait un gros score contre les Hollandais en Ligue des Champions. En fait, c'est des équipes qui te donnent de l'espace, qui se découvrent, qui assument le déséquilibre. En Italie, tu as des équipes qui assument le déséquilibre, mais les petites équipes, elles sont compliquées à prendre. C'est ça aussi qui crée la densité de ce championnat. C'est que tout est compliqué. Il n'y a rien qui est simple, en fait. Donc voilà, donc c'est intéressant.
Et OJC qui dit, si tu as vu le match, la masterclass de Kefren Turam au milieu et Cambiasso incroyable, les deux mêmes, un Locatelli sous Mota revient à fond. Je suis d'accord, ouais, Locatelli hausse un petit peu son niveau. Après, c'est vrai que Thuram et Cambiasso, c'est clair, au milieu de terrain, c'est des vrais box-to-box, des vrais poumons, c'est des très bonnes recrues. Alors, pas Cambiasso, c'est pas une recrue, mais Kefren Turam, c'est une très très bonne recrue pour le jeu de Mota. Et Cambiasso, franchement, très bon joueur. Ça va être un très bon joueur. Donc voilà, non, franchement, l'effectif est très bien équilibré. Alors, il n'y a peut-être pas énormément de profondeur de banc qualitative, on va dire, hein, pas quantitative. Mais effectivement, voilà, Mota, c'est vraiment le coach qu'il fallait à Milan. Je sais absolument pas pourquoi ils ont pas voulu prendre Thiago Motta. Je sais pas, je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas, parce que nous, on aurait pu lui offrir quelque chose limite plus adapté à son type de jeu, etc. Après, la Juve, ça se refuse pas. Hein, c'est quand même un monument du football, hein, donc c'est pas comme si c'était je sais pas. Je dis n'importe quoi, mais Sassuolo qui t'appelait, quoi. Donc voilà. Ouais. Je vais faire le parallèle, me dit au JCRM. Moi, je trouve beaucoup de similitudes avec De Zerbi à l'OM. On s'attendait à voir le De Zerbi Ball et le Mota Ball à la Juve, mais en fait, ils font en fonction de l'équipe qu'ils rencontrent. C'est vrai, c'est pas faux. Cambiasso avec la Squadra, excellent aussi. Ouais, c'est vrai. Non, et puis la Squadra, ça y est, Spalletti a commencé à mettre sa patte dessus. Il assume ses choix, il prend des choix. En fait, le fiasco de l'Euro a été un peu la carte blanche de Spalletti. C'est-à-dire que là, il a pu en fait faire des choix drastiques à se dire, de toute façon, vu ce qu'on a fait comme merde à l'Euro, en fait, je peux tout tenter. Je prends des jeunes, je tente des trucs, et ça marche. Donc, chapeau. Très très bien Spalletti, et je suis content parce que c'est un très bon entraîneur, ça, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Retegui, va falloir en parler aussi un de ces jours. Retegui, il fait partie de ces attaquants qui n'ont pas de qualité extraordinaire, si ce n'est le flair. Mais Retegui, il n'a aucune qualité. Tu peux pas dire que physiquement, il est exceptionnel de la tête, il est exceptionnel de son pied droit, il est exceptionnel de son pied gauche, il est exceptionnel. C'est un espèce de Inzaghi du pauvre, où tu te dis, le mec n'a pas grand-chose, mais en fait, il marque. donc voilà. Dans tous les cas... comment il s'appelle, Gasperini, sait le faire jouer et l'a transformé, donc ça bravo, parce que c'est vrai qu'il était pas mauvais avant, mais là son arrivée à l'Atalanta, ça a été un espèce de booster quand même, donc voilà. Toi tu l'adores, Pipovici, me dis pas Retegui à Milan, hein, parce que là non, hein, là ça va pas le faire, hein. Moi je veux pas des gars comme ça, là ça va. Le gros hic à la Juve, je trouve, vu son prix, c'est Douglas Luiz. Ouais, c'est pas... Oui, c'est sûr, c'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Ça, on est bien d'accord. Donc voilà, moi je trouve le gros X, c'est le numéro 9. Hein, pour l'instant. Alors je sais pas s'il va se réveiller, si c'est comme le ketchup, etc. Mais le gros X pour l'instant, dans l'équipe de la Juve que je vois depuis le début de saison, c'est le numéro 9. Honnêtement. J'ai pas vu la femme de Douglas Luiz ou de Vlahovic, je sais pas. Je sais pas. Mais je suppose. Je préfère 10 fois Retegui à Abraham. Non mais d'accord, mais là aussi, je te parle de numéro 9 titulaire, je te parle pas d'un gars qui se déboîte l'épaule tous les 2 matchs. C'est pas... Moi je parle même pas d'Abraham, pour moi le 9 du Milan, ça doit être Morata, parce que je le respecte. Il est pas bon devant les cages, mais le mec crée de l'espace, fait du jeu, a de la grinta et tout, respect. Je disais même que pour moi il devrait être capitaine, même si ça fait que 5 matchs qu'il est là, parce que très clairement c'est le seul qui montre qu'il peut être capitaine. Donc voilà. Ah si, non, tu vas... Morata, Retegui au Milan, il en met pas un, c'est sûr et certain. La femme de Douglas Luiz, c'est Alicia Lehmann. Ok. L'ancienne femme du Gaulle, Lehmann, non, Jens. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Non, je suis pas sûr que Retegui, ça réussisse ailleurs qu'à l'Atalanta et dans un système un peu particulier comme ça. Je crois que c'est un petit attaquant, pas trop mauvais, mais c'est pas ouf. Donc voilà. J'ai pas l'impression. Mais bon, après, probablement je me trompe, hein, mais je suis bien obligé de donner mon avis. C'est pour ça qu'on est là. Donc voilà. Non, mais je sais pas. Imagine, tu te dis, ouais, quel numéro 9 tu voudrais à Milan? Tu vois, je sais pas. Quel numéro 9 je voudrais à Milan là? Demain, je peux acheter... Alors, il y a ce que je peux acheter... Si j'ai aucune limite, je peux acheter un numéro 9. Je prends Lautaro Martinez. Déjà, d'une, parce que je mets le seum à l'Inter, première chose. Et de deux, parce que pour moi, c'est le meilleur 9 avec
avec le cyborg. Donc voilà. Pipovici qui dit Zirkzee il va bien au fait. Voilà, tu vois. Tiens, lui aussi, tiens. T'aurais dû venir à Milan, t'as pas voulu. Eh bah vas-y, tu veux prendre 15 millions d'euros avec ton agent. Eh bah prends-les. Et tiens, maintenant tu cires le banc sur un club de 12e de première ligue. Donc voilà. Bref. En plus, tu vis à Manchester. C'est-à-dire que tu as une vie de merde, mais de compétition internationale. Alors, excusez-moi pour tous les mancuniens qui peuvent m'écouter, mais je veux dire, c'est qu'en termes de soleil, quand même, quand tu le vois, t'es content. Normalement, tu mets un petit coup de trait sur le mur. Donc voilà. Au Milan, je prends la machine à marquer. Oui, mais tout à fait, absolument. T'as tout à fait raison. Bravo, JCRM. Absolument. T'as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. C'est lui qu'il nous faut. Gyökeres, voilà, absolument. T'as tout à fait raison. C'est lui. Ou Lautaro. Mais ça, Lautaro, c'est j'ai autant d'argent que je veux, je prends n'importe qui. Là, maintenant, je dois faire quelque chose. Si cet hiver ou à l'été prochain, il n'y a pas 50 millions ou 60 millions, ou je sais pas, c'est signé à la trêve sur Gyökeres, moi, je comprends pas, en fait. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Si on peut pas, à Milan, avoir une doublette Gyökeres-Morata en attaque, enfin, une doublette. En tous les cas, Morata qui rentre quand Gyökeres est fatigué, quoi, en gros. Bah, faut qu'on arrête. Si on n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour gagner. Mais en revanche, je pense que effectivement, Redbird et un supporter du Milan comme moi, on a deux objectifs complètement différents. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Donc c'est ça le gros problème. Camarda pris dans le groupe demain. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ouais, écoute, c'est bien. Bah, c'est parce que Abraham est blessé. Donc tu vois, le monsieur, je me déboîte les balles, c'est bien hein, qu'il le fasse. Et si j'ai du pognon, je prends Osimhen à la place de Lautaro. Sérieux ? Non, quand même. Franchement, Lautaro, tu peux le détester. Moi, je l'aime pas beaucoup. Mais alors, il est monstrueux. Puis, ouais, Osimhen, je sais pas. Enfin, il est bon, hein, mais bon. Ok, il a marqué un retourné, là. Il n'y a personne qui allait le voir, d'ailleurs. Vous avez vu ou pas ? Il marque un retourné. De fou. Il marque un retourné. Très beau, quand même. Il n'y a pas un joueur sur le terrain qui même le regarde. Ils s'en foutent complètement. J'ai été choqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi personne ? Donc je sais pas trop comment ça se passe. Un Galatasaray, mais moyen, on dirait l'ambiance. On l'a peut-être notre superstar en neuf, soyons patients. Ouais, carrément. Lautaro, intouchable, je suis d'accord. Oui, j'ai vu. Ouais, c'est... Bref. Donc, ouais. En tous les cas, la forteresse Juve, bravo, mais c'est très inquiétant pour tous les autres supporters des autres clubs italiens, parce que quand la Juve recommence à être une défense de fer, généralement, pas longtemps après, ils recommencent à gagner. Donc là, ça peut peut-être être cette saison un petit peu trop serrée, parce que, voilà... Ils sont pas encore très à l'aise offensivement, mais la saison prochaine, s'ils gardent Mota, s'ils continuent à se renforcer, ça va être très compliqué d'aller les chercher, je pense. Donc, bref, c'est la Juve, quoi. La Juve, quand ils se remettent en marche, ça pique. Et t'as du mal après à aller les chercher. Mais bon. Et en parlant de Serie A et de Ligue 1, Tudor à Rennes, ça brûle. Ouais, bon, ce serait pas mal, hein. Puis, comment il s'appelle, notre ancien directeur sportif, le connaît bien et l'aime bien. Donc Massara, donc oui, qui est nouveau directeur, enfin nouveau depuis le début de saison, directeur sportif de Rennes. Ouais, pas mal. Mais bon, bref, compliqué la Ligue 1 cette saison. Compliqué les matchs. Mais bon, bref. J'aurais voulu aussi dire un petit mot du Bayern, mais en fait, c'était contraire à ce que je pensais. Ils ont gagné. Ils ont gagné 2-1, un petit peu quand même encore à l'arrache, même si le but de Heinrich est très très beau. Le 1-2-3, là, bam 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 dans la surface. Ça fait plaisir. C'était très beau. Allez, on se fait un petit calendrier du week-end, t'as raison, au JC juste après, mais je voulais donner un petit avis. Je trouve que le Bayern est rentré vraiment dans le rang. Alors, il gagne. Toujours un petit peu à l'arrache, etc. Mais tu vois que cette année, ça va être quand même beaucoup plus compliqué que les autres années. Le Bayern continue à cartonner. Donc, ouais, écoute, je sais pas trop, mais je pense que le Bayern va terminer dans les 4. Dortmund, j'en parle pas, là, ils sont 6 et c'est compliqué. Donc ouais, Dortmund et le Bayern, on dirait que là, cette année, quand même, ils ont redescendu. Et il y a des clubs, en revanche, qui valident leur montée en pression, en puissance, pardon, comme Freiburg, hein, c'est surprenant, mais déjà l'année dernière, ils terminent européens, là,
ils sont dans la zone Ligue des Champions. Stuttgart, des trucs comme ça, des clubs qui continuent en fait à bien performer, même en ayant perdu des joueurs, etc. Donc, ça veut dire que ça travaille bien et qu'il y a vraiment de la suite dans les idées. Donc, bravo. Ouais. Compagnie très surpris. Ouais, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. C'est pas mal. Écoute, on verra. Ah, et puis on n'a pas parlé de Jürgen Klopp au Red Bull. ça c'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Faut dire que ses expériences étaient Anderlecht et Burnley, donc le voir dans un club avec des sous, c'est vrai. Voilà. Après, bah écoute, on verra. On verra si vraiment ça prend ou pas. Mais écoute, pour l'instant, c'est plutôt une très bonne surprise. Ça, c'est vrai. Donc voilà. Congratulations. Ah bon, super. On va regarder un petit peu le programme de la semaine prochaine. Alors, on y va. Ça commence vendredi. Bon, alors, déjà, Ligue des Champions, quand même. On va pas déconner. AC Milan-Bruges, bon, c'est pas quand même foufou. Ah, il y a un Juve Stuttgart qui peut être pas mal mardi. 22 à 21h. Real Madrid-Dortmund, hein, la finale de la saison dernière, ça peut être bien aussi. Et puis, bon, c'est à peu près tout pour mardi. Les autres matchs sont pas foufou. Mercredi, on a quoi ? On a Brest, Bayer, Leverkusen, mais ça, c'est juste pour la vanne. Leipzig, Liverpool, pas mal. Barcelone, Munich, bah oui, bien sûr. Barcelone, Bayern. On connaît les dernières sorties du Bayern. Si le Bayern les rouste encore, c'est incroyable. Ça me ferait marrer de fou. Et enfin, samedi, donc pour les matchs de championnat, on va avoir en Angleterre pas grand-chose. En Espagne, bien sûr, le Classico, Real Madrid, FC Barcelone. Ensuite, il y a un Leipzig-Freiburg qui est plutôt pas mal parce que c'est le deuxième contre le troisième, donc ça peut être bien. En Italie, ouais. Bon, le samedi, il se passe pas grand-chose. On passe au dimanche. Le dimanche, Arsenal-Liverpool à 17h30, donc ça va être la fiesta. En Espagne, on a tout donné la veille, hein, donc il n'y a plus rien. En Allemagne, c'est la même chose. Et en Italie, Inter-Juve et Fiorentina AS Roma. Donc quand même, tu commences à 18h, tu termines à 23h, et t'as une après-midi, une fin de journée de Serie A, de compétition internationale. Donc ça c'est top. Et juste avant, tu te feras le Arsenal-Liverpool. Donc voilà. Bon. Ça veut dire que le Inter-Juve, il faut que tu le regardes un petit peu en simultané, mais une demi-heure de décalage avec Arsenal-Liverpool, mais bon, ça va. Franchement, c'est vrai que c'est un très beau dimanche. À partir de 17h30, je vais être aux abonnés absents. Donc merci, c'est gentil d'être venu, mais je répondrai plus. Donc voilà, ouais, non, ça va être cool. Ça va être sympa. Puis Milan peut enchaîner une troisième défaite d'affilée en Ligue des Champions, ce qui serait... ils seraient sur leur standard. Et puis on n'a jamais perdu encore, je pense, contre Bruges, donc ça peut être intéressant. J'ai vraiment hâte d'y être, hein, je me réjouis d'avance. Donc voilà, Atalanta peut mettre une rouste au Celtic, je pense. Oui, c'est possible, ouais, c'est vrai. Il y a un OM-PSG dimanche soir aussi. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé au JCRM, je regarde jamais la Ligue, hein. Je sais pas, je regarde même pas. Mais c'est vrai, t'as raison. OM-PSG. Mais c'est... ouais, enfin... honnêtement, je sais pas. Je suis obligé de dire que vraiment, c'est honnête, je n'ai aucun attrait pour même ce match-là, en fait. Même ce match-là m'attire pas, en fait. Mais bon, bref. Mais voilà. Mais t'as raison. Il faut en parler parce que bon, c'est quand même les deux des plus grands clubs francophones. Donc voilà. Et ouais. Donc voilà, mais en tous les cas, ça va être un très très beau débrief la semaine prochaine. Il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je pense que, mais c'est vrai que le Bayern FC Barcelone, celui-là, vraiment, il va me plaire. Je pense que c'est celui-là que je vais regarder mercredi, à mon avis. Celui-là, il va être sympa parce que là, on va voir un petit peu ce que Compagnie aussi a un peu dans le short face à Hansi Flick. Ça va être vraiment marrant. Vive la Ligue 1 McDonald's. Mais c'est très très bien. Mais moi, je suis content que les gens soient contents, hein, vraiment. Et je le pense sincèrement. Je dis juste que moi, ça me touche pas. Moi, Leipzig-Liverpool. Ouais, Leipzig-Liverpool aussi, mais quand même,
Bayern, Barça, c'est quand même souvent des 8-0, des 8-2, des trucs de l'espace. Ça me ferait marrer que le Bayern mette une rouste au Barça ou que Hansi Flick se venge contre le Bayern. Donc voilà. Enfin, je trouve qu'il y a une petite un antagonisme qui est sympa. Donc voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. C'était super cool. N'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés en cours de match, à regarder les replays. Hein. Et puis le Klopp-Isco du coup, Leipzig-Liverpool, absolument, tout à fait, t'as raison. Et Leipzig-Barça a descendu d'intensité quand même. Je pense que c'est ça que t'as dit, mais bon. Ok, bah écoute, je vous souhaite une excellente soirée. J'ai été très très content de vous retrouver cette semaine, un petit peu malade, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis la semaine prochaine, on aura des super matchs à commenter. Peut-être même qu'on dira quelques mots du PSG Marseille. Donc voilà. Ok, si vous avez envie de le faire. Pas de souci. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis bah n'oubliez pas. Hein. Ciao les gars, ciao.